Les hommes qui ont renversé Robespierre le 9 Thermidor 1794 vont gouverner la République jusqu'au coup d'État du général Bonaparte, le 18 Brumaire en 8, 9 novembre 1799. À travers deux types d'institutions, puisqu'ils domineront la Convention plus d'un an après le 9 Thermidor, et qu'ils se survivront ensuite à eux-mêmes, à partir de l'automne 1795, dans la nouvelle constitution du Directoire. Les vainqueurs de Robespierre dominent ainsi la Révolution entre la fin de la dictature de salut public et l'avènement du général Bonaparte. D'un bout à l'autre de la période, ce sont les Barras, les Sieyès, les rebelles, les Fouché qui tiennent la barre. Des hommes formés à la rude école de la Révolution, la plupart depuis 1789, et la plupart rescapés du gouvernement révolutionnaire de l'an 2. Après le 9 Thermidor, ils mettent plusieurs mois à tirer les conséquences de la liquidation de Robespierre et du robespierrisme. La guerre continue, victorieuse cette fois, et la République hérite des rouages du gouvernement révolutionnaire. Les vainqueurs du 9 Thermidor ne se sont pas trop pressés de rompre trop spectaculairement avec le passé qui les divise, et où beaucoup d'entre eux ont joué leur partition dans le concert de la terreur. Ici commence le grand drame des républicains, incapables de penser leur passé et de donner un sens unifié à la diversité des épisodes de la Révolution. Mais si le débat rôde nécessairement sur la Convention comme un fantôme, ce n'est pas seulement comme obsession de la mémoire, c'est que l'opinion demande des comptes. Comprimée depuis le 2 juin par la dictature et la terreur, elle explose cette opinion comme un vaste soulagement collectif où reparaît la vitalité de la société urbaine française, si manifeste dans le dernier demi-siècle de l'Ancien Régime. Paris donne l'exemple, comme toujours en France, mêlant à la liberté retrouvée l'émancipation des mœurs. La dictature avait prêché l'austérité. L'été du 9 Thermidor célèbre le plaisir en même temps que l'ouverture des prisons. Les salons rouvrent, la mode et la conversation reprennent leurs droits, et il y a comme autant d'allégories politiques dans les bals, privés et publics, qui se multiplient à Paris en août et septembre. Une presse nouvelle accompagne le mouvement et même la rue surenchérit dans l'anti-robespierrisme. C'est l'heure de la réaction thermidorienne. Le mot apparaît à cette époque dans notre vocabulaire politique. Celle-ci trouve ses sans-culottes, ses activistes à l'autre bout de l'échelle sociale, dans les muscadins, petites troupes de jeunes gens des beaux quartiers de l'Ouest, armés de solides gourdins. Devant cette formidable pression,
la Convention cède avec lenteur. Elle abandonne Carrier, l'homme des noyades de Nantes, jugé et exécuté à l'automne. Dans l'hiver 1795, elle inculpe Barère, Collot d'Herbois, Billaud-Varenne et Vadier, qui seront condamnés à la déportation en Guyane, cette guillotine sèche qui fait son entrée dans notre histoire pénale. Elle réintègre les Girondins, ceux qui ont survécu, exclus au 2 juin, et les protestataires contre leur exclusion. Elle abolit le maximum et l'économie dirigée. Le retour au laisser-faire, laisser-passer, si préconisé par les doctrines du siècle, est accompagné d'une flambée d'inflation dans une économie profondément désorganisée par la Révolution. L'argent se cache, l'impôt ne rentre pas, il faut nourrir les armées, la fraude se généralise. L'hiver 1794-95 voit revenir non pas la pénurie, désormais classique, mais la disette. Au printemps, 2 insurrections des quartiers pauvres de Paris terminent en tragédie sociale l'histoire des sans-culottes. Le 12 germinal 1795, 1er avril, et le 1er prairial, 20 mai, le faubourg Saint-Antoine, les sections du centre et de l'est de Paris envahissent la Convention en réclamant du pain et la Constitution de 1793. Le 1er prairial, les manifestants tuent et décapitent le représentant Ferraud qui tente de s'interposer et présente sa tête plantée au bout d'une pique au président de séance, l'ancien constituant Boissy d'Anglas. Agitant son flambeau, immole à sa fureur la victime chérie, qui garde au fond de ce Mais la Convention tient bon et réussit à faire intervenir à son avantage des bataillons de la garde nationale. Les jours qui suivent, le faubourg Saint-Antoine est désarmé, c'est la fin des sans-culottes. Paris ne bougera plus avant 1830. Reste à faire des institutions qui ne mettent pas pour autant les conventionnels à la merci des muscadins et d'une opinion qui se royalise, comme le montrent les règlements de compte anti-jacobins qui ont lieu ici et là, notamment dans le sud-est, où la guerre civile est latente depuis si longtemps. La discussion constitutionnelle a lieu dans l'été 95. Il en sort un texte qui obéit encore à l'esprit rationaliste de la Révolution française, une déclaration des droits qui n'a d'autre garantie que la loi, 2 assemblées, les 500 et les anciens, associés dans le travail législatif,
un pouvoir exécutif collégial aux mains de 5 directeurs choisis par les anciens sur une liste de 50 noms proposés par les 500. Les assemblées sont renouvelables par tiers tous les ans, en même temps qu'un directeur sur 5. Système qui ne règle rien des conflits éventuels des pouvoirs. Système surtout qui prévoit des élections annuelles dans un pays qui sort péniblement d'une guerre civile. Déjà, la France est ce qu'elle va être pendant le siècle qui suit, craignant la République puisque la République est née avec la terreur, et détachée de la monarchie puisque la monarchie ramènerait l'Ancien Régime. Mais les conventionnels qui ont fait les nouvelles institutions comptent bien s'y perpétuer. De peur d'affronter une opinion hostile à ce qu'ils représentent, ils votent que les 2 assemblées à élire comporteront au moins 2 tiers d'entre eux. Ainsi, la Révolution pourra-t-elle conserver ses gardiens. À cette nouvelle insurrection royaliste des quartiers riches de Paris. Barras, l'ancien proconsul terroriste de 1793, reçoit les pleins pouvoirs de la Convention et brise les 20 000 insurgés avec l'aide d'un de ses jeunes protégés, le général Bonaparte. Ainsi commence l'histoire du Directoire, sous l'œil vigilant des conventionnels régicides, qui entendent bien en garder le contrôle et qui en prennent déjà les moyens. Les 5 directeurs bientôt élus sont des régicides que le cours des circonstances a pourtant désunis. Barras, ancien vicomte devenu terroriste sous Robespierre, et Rebelle, ancien député d'Alsace aux États généraux, ancien représentant en mission de la Convention, figure l'intransigeance républicaine en face de la renaissance du royalisme. Élu sur sa réputation d'organisateur de la victoire, Carnot veut au contraire faire oublier l'ancien membre du comité de salut public qu'il est, et se refaire une réputation bourgeoise contre les nostalgiques de l'an 2. Suivi par Le Tourneur, ex-député de la Manche à la législative et à la Convention, il forme le clan de l'Ordre qui souhaite un accord avec le royalisme modéré. Enfin, entre les 2 partis de l'exécutif, la révélière Lépeau, ballottée des uns aux autres, vivant symbole des contradictions du temps. Ex-constituant, ex-conventionnel, du côté girondin, proscrit donc sous la terreur, demeuré girondin à l'heure de la réintégration, c'est-à-dire fanatiquement antiterroriste, mais aussi anticlérical et annexionniste. Dans cette équipe divisée, il n'y a au fond qu'un seul grand politicien, et c'est Barras. Une fois de plus, la Révolution est allée chercher son chef dans les débris de la ci-devant noblesse. Mais est-ce un chef? Au milieu de ses collègues à l'air besogneux, l'ancien vicomte tranche par son élégance et son faste, abrite dans son château de Grosbois, aux portes de Paris, ses favoris et ses plaisirs, ses invités et ses intrigues. Il a surtout le coup d'œil, le flair politique, l'éclair de la décision. Mais c'est aussi un paresseux, un intermittent, livré à la débauche et à l'argent, entouré par une petite cour de bas empire. Un drapeau inavouable, alors que le régime n'en a pas d'autre, sauf à s'abandonner aux victoires et aux généraux.
Barras raconte sa première entrevue avec Talleyrand. Madame de Staël insista tellement que je consentis à me laisser présenter Talleyrand. Ils vinrent ensemble à 9 heures du soir. Madame de Staël, accoutumée à être le chevalier d'honneur de ceux qu'elle conduisait, marchait en avant. Talleyrand la suivait de son pied boiteux. Talleyrand a relaté différemment cette première entrevue avec Barras. Madame de Staël, qui avait déjà repris une certaine influence, me pressait vivement d'aller avec elle chez Barras, l'un des membres du directoire. Je m'y refusai d'abord. Je ne pouvais pas aller chez un membre du directoire sans demander à voir tous ceux qu'il composait, et particulièrement les 2 directeurs qui avaient été membres de l'Assemblée constituante. Les motifs de refus que je donnais ne parurent pas valables. Il passait de plus par Madame de Staël, qui, désirant un rapprochement entre Barras et moi, conduisit les choses de manière à ce que je reçus de Barras un billet par lequel il m'engageait à aller dîner tel jour chez lui. Il fallut accepter. J'arrivai vers 3 heures. Dans la salle à manger qu'on traversait pour arriver dans le salon, je vis 5 couverts. Madame de Staël, à mon grand étonnement, n'était pas invitée. Un frotteur me montra une armoire dans laquelle il y avait quelques livres dépareillés et me dit que le directeur, c'est le titre qu'on donnait à Barras dans son intérieur, n'arrivait ordinairement que vers 4h30. Après quelques moments, un de ces gens lui dit que j'étais dans le salon. Il me fait prier de l'excuser s'il ne descend pas et m'engage à me mettre à table. Le secrétaire qui l'avait amené reste avec lui. Ainsi me voilà tout seul à table dans la maison de Barras. Au bout d'un quart d'heure, on vint de sa part me prier de monter chez lui. Je lui sus gré d'avoir supposé que le dîner qu'on me servait était une importunité pour moi. J'étais fort troublé. L'espèce d'embarras qu'il éprouvait avec moi, qu'il ne connaissait pas, disparut peu à peu, et l'intérêt que je lui témoignais parut lui faire du bien. Il me pria de revenir avec lui à Paris. Je l'accompagnai. Depuis ce temps, je n'ai eu qu'à me louer de Barras. C'était un homme passionné, tout de mouvement, d'entraînement. Il n'y avait pas 2 heures que je le connaissais, que j'aurais pu croire que j'étais à peu de choses près ce qu'il aimait le mieux. Quelque temps après, le directoire voulut faire un changement dans le ministère. Barras y consentit, mais à la condition que son nouvel ami serait ministre des Relations extérieures. Il soutint violemment sa proposition, la fit adopter, et à 10 heures du soir, à un club nommé le Salon des étrangers, un gendarme vint me demander et m'apporter le décret qui venait d'être rendu. Le caractère absolu que portaient tous les actes du directoire, les instances pressantes de Madame de Staël, et plus que tout cela, le sentiment que l'on a en soi, qu'un peu de bien n'est pas impossible à faire, éloignèrent de moi toute idée de refus. Je me rendis donc le lendemain au Luxembourg pour y remercier Barras, et de là au ministère des Relations extérieures. Car voici le deuxième grand legs du passé. La guerre européenne qui continue, puisque si la Prusse et l'Espagne ont fait la paix en 1795, l'Angleterre et l'Autriche n'ont pas déposé les armes. En faisant accepter par la Prusse, au printemps, l'occupation de la rive gauche du Rhin, en annexant la Belgique à l'automne, après avoir satellisé la Hollande, les thermidoriens ont donné l'apparence d'une fidélité collective à la doctrine révolutionnaire des frontières naturelles,
c'est-à-dire à la guerre elle-même. Malgré Carnot, qui souhaite un compromis avec l'Europe, il préfère l'aventure extérieure à la stabilisation intérieure. Ils savent bien, tout le leur montre depuis 1792, que la guerre contre l'Europe des rois et l'Angleterre des marchands a toute chance d'être incompatible avec la tentative de fonder une légalité républicaine. Mais la paix aussi, qui serait une victoire du royalisme français. La guerre au moins donne aux passions révolutionnaires de quoi oublier les misères du temps et la fin de l'utopie égalitaire. Elle satisfait l'armée qui risque d'être, sur les ruines du jacobinisme, le dernier soutien de la République. Vieille chasse gardée de l'aristocratie, le métier des armes est devenu le lieu par excellence des grandes ou petites carrières des roturiers. Ni le soldat ni ses chefs n'entendent qu'on leur enferme l'accès par l'abandon de la politique de conquête. Enfin, la guerre a une dernière séduction pour les thermidoriens du Directoire. Elle va rapporter des richesses de tous ordres, qui peupleront notamment nos musées, et aussi tout simplement de l'argent, que la crise endémique des finances rend d'autant plus précieux. Le Directoire voit donc la naissance de la politique bourgeoise, habillé encore en costume révolutionnaire. Prisonnier d'une guerre qui ressemble de plus en plus à une aventure, incapable de se plier à une constitution qui est pourtant leur œuvre, les thermidoriens naviguent à l'estime, inaugurant le gouvernement du centre, frappant tantôt à droite, tantôt à gauche pour se maintenir au pouvoir, forts surtout de la faiblesse de leurs adversaires. Car ni les nostalgiques de l'an 2, ni les néo-royalistes ne présentent en effet de solution crédible aux problèmes du pays. Les premiers, très affaiblis par la répression qui a suivi les émeutes du printemps 95, trouvent en Babeuf une expression renouvelée. Il s'agit d'un communisme primitif de distribution autoritaire des biens par un État passé aux mains des purs de la bonne doctrine. Version radicalisée de l'égalitarisme sans culotte, qui trouve un écho chez d'ex-conventionnels nostalgiques de la dictature. Mais le complot de Babeuf, organisé selon les règles très strictes de secret et d'obéissance, n'a jamais mordu très profond sur une opinion populaire démoralisée. Il est facilement infiltré par la police et brisé. Pour le régime, le vrai péril est en réalité à droite, du côté royaliste. C'est de ce côté que ferraille par la plume le jeune Benjamin Constant pour tenter de ramener cette partie de l'opinion à la République. Car la répression de l'émeute parisienne de Vendémiaire en 3 n'a pas fait cesser cette terreur blanche de vengeance et de règlement de compte déclenchée par la fin de Robespierre. Pourtant, la masse du pays ne souhaite pas le retour à l'ancien régime. En profondeur, la France est revenue à son vœu de 1789, une monarchie constitutionnelle garantie de l'égalité civile. Or, le souverain disponible, le frère de Louis XVI, qui s'est proclamé Louis XVIII dans l'émigration, ne fait confiance qu'au passé et aux chouans. Le schisme de l'Église, d'ailleurs, est plus profond que jamais. Ainsi continue sous le Directoire le vieux drame du royalisme modéré, qui fut celui de Lafayette, de Mirabeau, des Feuillants. C'est un royalisme sans roi. En face des menaces de ses ennemis et du mépris de l'opinion, le Directoire dure parce qu'il agit, à l'extérieur et à l'intérieur. À l'extérieur, il lance la France, sans tout à fait l'avoir voulu, dans une politique de conquête et de république satellite qui va très au-delà des frontières naturelles.
il rejoue sur le mode réaliste la musique girondine du messianisme révolutionnaire. En mars 1796, Barras a nommé son protégé Bonaparte à la tête de l'armée d'Italie, qui doit constituer une force d'appoint dans l'offensive des forces de la République contre les Autrichiens. Le nouveau chef, par son génie militaire, transforme les plans stratégiques de Paris et fait de sa campagne d'Italie le centre de la guerre. Dès ses premières victoires contre les Piémontais, après Lodi, au printemps 1796, le jeune général Bonaparte devient le héros de l'opinion publique et c'est alors qu'il devine son destin. Il s'entend d'ailleurs à le faire savoir, ne laissant à personne d'autre que lui le soin de rédiger ses bulletins de victoire. La guerre contre les armées autrichiennes ne sera pas aussi facile que ses commencements l'ont laissé espérer, et la victoire finale est incertaine jusqu'à Rivoli, en janvier 1797, et la chute de Mantoue en février. Mais dans l'intervalle, Bonaparte est devenu par sa gloire largement indépendant des autorités publiques de Paris. Il a engagé la République française dans une politique de protectorats italiens en Lombardie, tout en mettant en coupe réglée l'Italie centrale et pontificale. Quand il signe lui-même les préliminaires de paix à Leoben, avec une Autriche vaincue, il gagne le Milanais et la Belgique, mais renonce à la rive gauche du Rhin, tout en offrant à son adversaire Habsbourg la Vénétie indépendante, en compensation de la perte de la Lombardie. Date capitale dans la politique étrangère de la Révolution, qui retrouve l'esprit des marchandages monarchiques de territoire, magnifié par un messianisme démocratique nouveau. Bonaparte entre dans l'histoire nationale, auréolé de ce double héritage. Ces victoires ont ainsi donné aux armées un rôle croissant dans la politique. Pouvoir actif mais discrédité, le Directoire ne peut rivaliser dans l'opinion avec des soldats victorieux qui donnent de la République une image autrement glorieuse. De plus, l'ambition du régime devient de plus en plus contradictoire. Les thermidoriens veulent à la fois couronner par la loi la grande entreprise révolutionnaire et organiser contre l'Europe des États sans nobles et sans rois sous domination française. Les deux projets sont incompatibles. En les poursuivant ensemble, le régime se condamne à ce qui s'est vu dès ses premiers jours, substituer à la terreur la perpétuation du personnel révolutionnaire par le coup de force inconstitutionnel. L'affaire se répète 2 ans après, en septembre 1797. Les républicains ont perdu les élections au printemps. Les nouveaux conseils sont à majorité royaliste et substituent au Directoire le diplomate Barthélemy, royaliste, à l'ex-conventionnel Le Tourneur. Ils peuvent aussi compter sur Carnot. Mais la division et l'indécision du camp royaliste laissent aux directeurs républicains, c'est-à-dire Barras, Revel, la Révélière-Lépeau, le temps de contre-attaquer. C'est le coup d'État du 18 Fructidor 1797, 5 septembre. Bonaparte a délégué seulement un de ses lieutenants, Augereau, pour ne pas se compromettre, gardant d'ailleurs le contact avec l'autre camp. Hoche, le chef de l'armée de Sambre-et-Meuse, y joue un rôle décisif par l'envoi de 9000 hommes vers Paris. Le 18 Fructidor 1797, une grande affiche couvre les murs de Paris, prenant prétexte du complot anglo-royaliste pour rétablir un régime d'exception, un nouveau 2 juin, contre ces royalistes. Les élections sont cassées dans 49 départements. 53 députés et 2 directeurs, Barthélemy et Carnot, sont promis à la déportation en Guyane.
Les élections des pouvoirs administratifs et judiciaires locaux sont annulées, le directoire s'en réservant la nomination. Reprise des lois terroristes contre les émigrés rentrés et les prêtres réfractaires. La révolution recommence donc, si elle avait jamais cessé. Barras a gagné, appuyé non plus sur les sans-culottes comme Robespierre naguère, mais sur les soldats. Mais personne ne s'y trompe. C'est la fin des institutions de l'an 3, la reprise de l'aventure politique de la Révolution. À partir de cette fin de 1797, le sort politique du directoire est scellé. Après le détour égyptien, par lequel Bonaparte gère avec beaucoup d'habileté son capital italien, le 18 Brumaire constituera 2 ans plus tard, en 1799, un 18 Fructidor plus achevé, mettant directement au pouvoir le général victorieux. Entre-temps, le régime n'a rien su régler des échéances de la nation, ni finir la guerre, ni gagner la faveur de l'opinion, ni mettre fin à la crise financière, ni même imposer l'ordre public. Plus que jamais, cette fin de régime illustre le bilan de ces 10 ans de révolution, que la France de 1789 n'est encore qu'une société, non un gouvernement. Une société plus que jamais dominée par la scène parisienne. Cette scène a conservé de l'ancien monde si proche, plus de traits qu'elle ne l'imagine. La fête du directoire donne la main à celle de l'Ancien Régime, et ce n'est pas par hasard que Talleyrand y retrouve le plaisir de vivre. Qui n'a pas vécu dans les années voisines de 1789 ne sait pas ce que c'est que le plaisir de vivre. Préparé par l'intelligentsia et les salons du siècle, illustré par tous les grands événements révolutionnaires, l'impérialisme parisien s'épanouit. Versailles déserté n'est plus qu'un souvenir, et la ville a brisé la cour. Elle a d'abord ramené, ranimé, terrorisé le pouvoir, dont elle est désormais inséparable. Et maintenant, passées les années tragiques, la voilà devenue l'héritière de la cour, le centre de l'argent, des femmes et du plaisir, le rêve de la province, enfin Paris. L'argent qui s'y dépense en dîners et en fêtes est celui d'une nouvelle richesse, la plupart des fortunes spectaculaires d'Ancien Régime ayant sombré avec la terreur et l'inflation. Mais les plus récentes ont la même nature. Moins le profit capitaliste moderne, qu'interdit la stagnation technique et économique, que le bon vieux négoce spéculatif et surtout le trafic sur le déficit de l'État. La rapacité des fermiers généraux de Louis XVI est surpassée par celle de leurs descendants, les fournisseurs de la République. Partis de rien, ils prétendent à tout, car ils n'ont peur de rien. Le roi de France conservait à l'égard de ses prêteurs une liberté que la République bourgeoise ne saurait avoir.
Pouvoir et intérêt sont désormais plus difficiles à démêler. Bras dessus, bras dessous, Ouvrard et Barras ouvrent le grand bal moderne de la finance et de la politique. Mais cet argent vite gagné n'irrigue pas les circuits productifs de l'épargne et de l'investissement bourgeois. Il conserve sa destination aristocratique qui est la fête, comme si toute une société parvenue retrouvait inconsciemment par ce biais la vieille superstition de l'anoblissement. Car le plaisir est une conquête plus lente que le pouvoir, et les roturiers du directoire ne l'assouvissent encore qu'à travers la caricature des mœurs d'Ancien Régime. Bien sûr, le décor a changé. Les hôtels du Faubourg Saint-Germain sont désertés ou vendus, et dans Paris, passé sur la rive droite, le bal public a remplacé la fête privée. Presque tous les grands noms du monde d'hier sont à l'étranger ou dans leur province, même si quelques-uns reviennent à Paris, fascinés par leurs souvenirs et accueillis par le snobisme. De toute façon, des transfuges sont là pour donner l'exemple. L'ex-vicomte de Barras, le directeur inamovible, nouveau régent d'une France sans roi, et l'évêque rentré d'Amérique, le Talleyrand déjà de tous les régimes à venir. Ils retrouvent leur monde qui s'est simplement dégradé en demi-monde. La nouvelle société, en effet, hissée au premier rang par la terreur et la guerre, n'a d'autre modèle mondain que celui de l'aristocratie de cour. Comme les fournisseurs aux armées ressuscitent les fermiers généraux, elle se couche dans le lit des duchesses et des princes. Et cette ruée vers le plaisir n'est pas seulement l'explosion du refoulement puritain des années terribles. Elle a aussi le goût d'une revanche sociale et donne à toute une génération le sentiment de la promotion. C'est pourquoi la femme règne sur la fête du directoire plus encore que sur celle de l'Ancien Régime. Incarnation du luxe et du plaisir, elle devient en plus celle de l'argent et de la réussite, cumulant la symbolique nobiliaire et bourgeoise. Dans ces courtes années qui séparent les contraintes religieuses et sociales de l'Ancien Régime des servitudes prochaines du Code civil, la femme s'épanouit dans la libération révolutionnaire, à la fois par la promotion sociale qui renouvelle les canons de la beauté et par la reconquête de son corps qu'affiche le déshabillé à l'antique. L'industrieuse Joséphine, en femme qui sait le prix du temps, le poids du passé et de l'avenir, ne joue jamais que le vaudeville classique de la galanterie qui s'installe. Elle fera le pont entre la Révolution et l'Empire. Mais le vrai symbole du directoire, c'est Madame Tallien, la Tallien, beauté sculpturale et naturelle, maîtresse de Barras et d'Ouvrard, reine de Paris. Un bal sans elle n'est plus une fête.
Quant au héros masculin de la fête, c'est la politique qui le désigne, l'intellectuel et le soldat. Là encore, si elle a détruit ou chassé le beau monde de la noblesse, la société révolutionnaire reste pourtant l'héritière de l'ancienne France des académies, des offices et des uniformes. Sieyès et Bonaparte ont remplacé Turgot et Choiseul. Mais les valeurs traditionnelles sont transfigurées par les nouvelles dimensions de la politique et de la guerre. Les légistes de la monarchie n'étaient que des commis, alors que les députés sont des souverains. Les maréchaux du roi des courtisans, alors que les généraux de la République sont des libérateurs. Tout est devenu ouvert, permis, possible, de par la liberté et de par la conquête. Et les deux types d'hommes qui monopolisent en France les affaires publiques s'y épanouissent comme jamais. Le 18 Brumaire se joue entre l'intellectuel Sieyès et le général Bonaparte. Dieu sait pourtant si l'argent n'est pas clandestin et s'il s'affiche, mais il ne règne pas. La Révolution a renforcé cette espèce de loi non écrite de notre histoire nationale qui veut que les hommes d'affaires ne participent pas en personne aux luttes pour le pouvoir. La terreur avait été le régime des intellectuels et des sans-culottes. Le directoire est la république des professeurs et des généraux. Depuis l'Institut, et par le canal de l'enseignement secondaire et supérieur, les idéologues répandent sur la France bourgeoise les lumières du XVIIIe siècle. Voltaire, Condillac, Condorcet sont enfin au pouvoir. Il s'agit de chasser la superstition par l'instruction et d'asseoir la société politique sur des fondements rationnels. Plus qu'à n'importe quelle autre période de la Révolution, le XVIIIe siècle règne avec l'ambition immense de déraciner l'Église et d'y substituer la religion naturelle. Toute une France moderne naît dans cette utopie et dans les déchirements qu'elle entraîne. Mais cette conscience nationale forgée par les intellectuels de la Révolution est naturellement messianique, puisque le drapeau des Lumières est en même temps celui des armées françaises au-delà du Rhin et au-delà des Alpes. Ainsi, la guerre révolutionnaire, celle des Girondins, investit le soldat de la double gloire des idées et des armes. Plus encore qu'en argent, le général victorieux alimente la République en rêve. L'image qu'il lui donne d'elle-même est moins scolaire, moins bourgeoise que celle des idéologues. Elle va au cœur du peuple même. Elle est ce qui est durable au milieu de tant de luttes provisoires. La Révolution, depuis qu'elle a coupé la tête du roi de France, n'a pas pu y substituer un pouvoir politique accepté par le pays. Cette République des Lumières que prêchent les professeurs de l'Institut n'a pas de racines profondes. Elle réunit toujours contre elle ses adversaires naturels, l'Église et les royalistes, plus unis que jamais par la même persécution. Mais en revanche, elle a de plus en plus de mal à regrouper ses bénéficiaires. Le peuple paysan, même acquéreur de biens nationaux, reste souvent attentif à son prêtre, hostile aux tentatives faites par les messieurs de la ville pour remplacer le culte traditionnel. Au reste, si elle a brisé l'enseignement primaire clérical, les petites écoles de l'Ancien Régime où l'on apprenait à lire et à écrire dans des livres de piété, la Révolution ne l'a pas remplacée. Tournée tout entière vers le secondaire et le supérieur, vers les villes et les enfants de la bourgeoisie, elle n'offre aux campagnes aucune pédagogie de substitution. Borné à l'horizon de sa parcelle un peu élargie, le paysan français continue à craindre le retour du propriétaire d'Ancien Régime. Mais contre ce retour, il souhaite d'autres garanties que la valse des coups d'État parisiens. Naturellement méfiant de son député
et prisonnier de la tradition monarchique du pouvoir, il voudrait ce que Mirabeau et tant d'autres ont cherché en vain depuis 89, un roi de la Révolution. Ce roi, la France bourgeoise et paysanne le trouve finalement dans le plus improbable de ses représentants, le général victorieux, revenu précipitamment d'Égypte quand il a senti que le fruit était mûr. En 1799, le Directoire peut moins que jamais affronter le corps électoral sans briser son verdict. Et il voit renaître au printemps une menace sur ses frontières qui alimente à l'intérieur des réflexes de salut public. Sieyès, l'inévitable Sieyès, rentré de Berlin où il était ambassadeur, est élu directeur au printemps 1799 et ne pense comme toujours qu'à refaire la Constitution. Il a tous les soutiens civils qu'il veut dans la classe politique, mais il lui faut aussi, comme il le dit, une épée. Il la cherche quelque temps, mais aussitôt que Bonaparte a débarqué sur le sol de France, il n'a plus le choix. L'opinion impose Bonaparte. Ainsi, le père et le fils de la Révolution marchent-ils ensemble au coup d'État du 18 Brumaire, ensemble, mais chacun pour soi, et la France veut un roi davantage qu'une constitution.